Pendant 15 ans, j'ai envoyé 4000 $ à mes parents chaque mois. Le Noël dernier, j'ai entendu ma mère dire à ma tante, elle nous doit ça. Nous l'avons nourrie pendant 18 ans. Je n'ai pas dit un mot. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé un appel. À la veille du Nouvel An, ils ont enfin appris à quel point j'étais réellement un fauché. Je m'appelle Serena. J'ai 38 ans. Et Noël dernier, j'ai appris que les gens pour qui j'avais tout sacrifié, mentaient à mon sujet depuis 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai envoyé 2000 $ à mes parents chaque mois, soit un total de 360 000 $. Je n'ai jamais manqué un seul paiement. La veille de Noël dernier, j'ai entendu ma mère dire à ma tante, Serena, elle ne nous a jamais envoyé un centime. Elle nous est redevable. On l'a nourrie pendant 18 ans. Dieu merci, nous avons Marcus. Marcus, mon jeune frère. Celui pour qui ils ont payé l'intégralité des frais de scolarité, tout en me disant qu'ils ne pouvaient en payer qu'un seul, et que c'était le garçon. Celui qui n'a pas gardé un emploi depuis 3 ans. Celui qui récoltait le mérite de chaque dollar que j'envoyais. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas confronté. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai passé un seul appel. Avant le réveillon du Nouvel An, 30 de mes proches ont appris exactement qui soutenait réellement mes parents depuis le début. Et mes parents, ils ont appris ce qui se passe quand on efface la mauvaise fille. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous touche vraiment. Laissez un commentaire ci-dessous. D'où regardez-vous, et quelle heure est-il chez vous? Maintenant, laissez-moi vous ramener 15 ans en arrière, le jour où j'ai effectué mon tout premier virement. J'avais 23 ans quand j'ai reçu mon premier vrai salaire. Fraîchement sorti de l'université. 60 000 $ de dettes étudiantes suspendues au-dessus de ma tête, comme un nuage d'orage. 3 emplois à temps partiel pendant mes études, juste pour garder l'électricité allumée. Aucune aide de mes parents. Pas un seul centime. Je me souviens encore de la conversation, 5 ans avant ce salaire. J'avais 18 ans, assise à la table de la cuisine, ma lettre d'acceptation de l'université d'État dans les mains, pleine d'espoir, pleine de rêves. Papa, les frais de scolarité sont de 12 000 $ par an. J'ai obtenu une bourse partielle, mais j'ai encore besoin d'eux. Il ne m'a même pas laissé finir. Serena, on ne peut s'en permettre qu'un. Marcus en a plus besoin. C'est le garçon. Il aura une famille à soutenir un jour. Maman a hoché la tête à côté de lui. Tu trouveras un moyen, chérie. Les filles y arrivent toujours. Alors, je l'ai fait. J'ai trouvé un moyen. Prêts étudiants, serveuse, cours particuliers, garde de nuit dans une station-service. Je me suis battu pendant 4 ans à l'université, tandis que Marcus avait tout gratuit. Quand j'ai décroché ce premier emploi, analyste junior dans une société financière à Chicago, j'aurais dû faire la fête. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire, et j'ai envoyé 500 $ à mes parents. Maman a appelé ce soir-là. Seulement 500 ? Sa voix dégoulinait de déception. Marcus a du mal avec ses factures de carte de crédit. Il aurait bien besoin d'aide. J'ai augmenté le montant à 1000 le mois suivant, puis à 2000 quand j'ai été promu. J'ai continué à attendre un merci, une simple reconnaissance, quelque chose. Ce n'est jamais venu. Mais j'ai continué à envoyer, mois après mois, année après année, parce que c'est ce que font les bonnes filles, n'est-ce pas? C'est ce que je me disais. 360 000 $. Voilà ce que 15 ans de silence m'ont coûté. Le favoritisme n'a pas commencé à mes 18 ans. Il a commencé avant même que je sache épeler le mot. J'avais 10 ans quand j'ai eu besoin de 12 $ pour un projet scolaire, des livres sur le système solaire. Rien d'extravagant. Va juste à la bibliothèque, a dit papa, sans lever les yeux de son journal. Cette même semaine, Marcus a eu une Nintendo toute neuve, 200 $, sans aucune question. À 16 ans, j'ai gagné une bourse académique partielle. La cérémonie était un samedi après-midi. J'ai repassé ma plus belle robe la veille. J'ai répété mon discours de remerciement devant le miroir. Mes parents ne sont pas venus. Marcus a un match de baseball, a expliqué maman au téléphone. Tu comprends, n'est-ce pas, ma chérie? Je comprenais parfaitement. À 18 ans,
j'ai entendu papa parler à l'oncle Bob à Thanksgiving. Pourquoi investir dans l'éducation d'une fille? Papa a ri, en faisant tourner sa bière. Elle va juste se marier et pondre des bébés, ce sera le problème de quelqu'un d'autre. La table a ri avec lui. J'étais assise dans le coin, invisible. Aujourd'hui, à 38 ans, j'ai fait le calcul. Une nuit d'insomnie, $2000, 12 mois, 15 ans. J'ai saisi une calculatrice, même si je n'en avais pas besoin. Le chiffre m'a brûlé l'esprit, comme une marque au fer rouge. 360 000 $. C'est plus que la maison de la plupart des gens, plus que ce qu'ils m'ont refusé pour l'université, multiplié par 30, plus que ce que Marcus a gagné dans toute sa vie d'adulte combiné. Le savait-il? Se sont-ils jamais assis pour faire le total? Ont-ils jamais pensé, ne serait-ce qu'une fois, d'où venait cet argent? J'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube, une nouvelle question se formant dans mon esprit, une question plus sombre. Que racontait-il exactement aux gens à mon sujet? J'étais sur le point de le découvrir. Thanksgiving, l'année dernière. Je suis arrivé en retard à cause d'une date limite au travail. La maison était chaude et bruyante. Odeur de dinde, rire, le chaos habituel de 30 parents entassés dans le salon de mes parents. Je me suis glissé par la porte latérale, espérant éviter les histoires. C'est là que je l'ai entendu. La voix de tante Ruth, claire comme du cristal. Marcus, tu es un si bon fils, d'envoyer de l'argent à tes parents chaque mois comme ça. Je me suis figé dans le couloir. La réponse de Marcus m'a glacé le sang. La famille passe avant tout, tante Ruth. Il a souri, de ce sourire paresseux qui est le sien. C'est la moindre des choses. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. J'avais sûrement mal entendu. Puis maman est intervenue, assez fort pour que tout le monde l'entende. Serena est toujours tellement occupée, avec son gros boulot en ville. Elle a soupiré dramatiquement. Elle n'a jamais de temps pour nous. Elle n'aide jamais. Dieu merci, nous avons Marcus. Des murmures compatissants ont parcouru la pièce. C'est tellement triste, a dit quelqu'un. Certains enfants oublient simplement d'où ils viennent, a ajouté un autre. Je suis resté figé, les sacs de courses me sciant les paumes. 15 ans de virements bancaires hurlaient dans ma tête. Daniel m'a trouvé là 10 minutes plus tard, toujours figée, toujours silencieuse. Il a jeté un coup d'œil à mon visage, et m'a tiré dehors. J'ai entendu, a-t-il chuchoté. Serena, je m'en doutais depuis un moment. Qu'est-ce que tu veux dire? La façon dont ta famille te regarde, les commentaires, ça ne collait jamais. Il m'a tenu les mains. Il nous faut des preuves, de la documentation, tout. Je voulais rentrer en trombe, renverser la table, hurler la vérité. Mais Daniel avait raison. Les mots pouvaient être niés. Les émotions pouvaient être déformées. Les chiffres, par contre, les chiffres ne mentent pas. Pas maintenant, a dit Daniel. Mais bientôt. Je ne savais pas que bientôt arriverait la veille de Noël. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, ni la suivante, ni celle d'après. Daniel m'a trouvé à 3 heures du matin, assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une liste. Mon stylo grattait le papier. Il s'est assis en face de moi. Il a attendu. 24 000 $ par an. J'ai tapoté la première ligne. C'est ce que je leur envoie. On aurait pu acheter une maison plus grande, lancer un fonds d'études pour des enfants qu'on n'a même pas encore. Quoi d'autre? Ma réputation. Le mot avait un goût amer. 30 proches pensent que je suis la fille ingrate qui a abandonné ses parents. Pendant ce temps, Marcus, qui n'a pas gardé un emploi depuis 3 ans, est le héros de la famille. Daniel a pris ma main. Et voici le pire. Ma voix s'est brisée. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je me posais cette question depuis des jours. Je pourrais les confronter, mais ce sera ma parole contre la leur. Ton comptable a des dossiers. J'ai levé les yeux. Quoi? Margaret, elle fait tes impôts depuis des années. Elle a une trace de chaque virement. Quelque chose a changé dans ma poitrine. Une petite flamme d'espoir. Si je fais ça, je les perds. Mes parents, pour de bon.
Les yeux de Daniel étaient stables. Certains. Serena, tu les as perdus il y a des années. Tu ne l'as juste pas encore accepté. Ces mots ont frappé comme un coup physique, parce qu'ils étaient vrais. Je faisais le deuil de parents que je n'avais jamais vraiment eu. Je courais après une approbation qui ne viendrait jamais. Je payais pour un amour qui n'était jamais à vendre. Je vais attendre, ai-je finalement dit. Encore une chance. Encore un signe. Noël était dans 2 semaines. Je ne savais pas que le signe viendrait si clairement. La veille de Noël. La maison de mes parents brillait de guirlandes lumineuses, et d'une fausse chaleur. Daniel m'a serré la main dans la voiture. Tu es sûr de toi? Non. J'ai attrapé la bouteille de vin que j'avais apportée. Mais j'ai besoin de savoir si Thanksgiving était un accident. Peut-être que j'ai mal entendu. Je n'avais pas mal entendu. Au fond, je le savais. Mais l'espoir est une chose tenace. La porte s'est ouverte avant que je puisse frapper. Oh. L'étreinte de maman a duré exactement 1 seconde. Tu es venu. Pas de « je suis si contente que tu sois là ». Pas de « joyeux Noël, ma chérie », juste tu es venu, comme si j'étais une arrière-pensée. Le salon débordait de parents, tantes, oncles, cousins, leurs enfants. Le sapin scintillait. Maria Carey jouait sur l'enceinte, et là, au centre de tout ça, trônait Marcus. Papa lui tendait un verre de whisky. Eh bien, Marcus s'est penché en arrière, se prélassant dans l'attention. J'étudie quelques opportunités d'investissement. L'immobilier principalement. J'attends juste le bon moment. Traduction, il était au chômage et vivait au crochet de nos parents. Sur mon argent. Tante Ruth a croisé mon regard et m'a fait signe de venir. Serena, comment va le travail? Ta mère dit que tu es toujours si occupée. Ça va, tante Ruth. J'ai forcé un sourire. Occupée? Oui. C'est dommage. Elle m'a tapoté le bras. La famille devrait passer avant tout, tu sais. Je voulais hurler. Au lieu de cela, je me suis excusé pour aller chercher de l'eau. La cuisine était calme, une brève évasion. Je me suis versé un verre, les mains tremblant légèrement. C'est là que j'ai entendu des voix venant de la buanderie. Maman et tante Carole. Je n'aurais pas dû écouter, mais quelque chose, l'instinct, le destin, 15 ans de doute, m'a fait rester. Ce que j'ai entendu ensuite a tout changé. Je suis resté figé près du réfrigérateur. La porte de la buanderie était entr'ouverte juste assez. La voix de tante Carole, Diane, je ne comprends pas. Serena est analyste financière, non? Elle doit bien gagner sa vie. Pourquoi est-ce qu'elle ne vous aide pas? Mon cœur s'est arrêté. Le rire de maman était tranchant, dédaigneux. Le verre dans ma main a tremblé. Vraiment? Tante Carole semblait surprise. Mais elle a l'air de si bien s'en sortir. Que de la frime. La voix de maman dégoulinait de mépris. Tu sais comment elle est. Elle a toujours eu le nez en l'air. Trop bien pour sa propre famille. On l'a élevée pendant 18 ans, on l'a nourrie, on l'a habillée, et elle nous est redevable. Mais est-ce qu'elle s'en soucie? Non. J'ai pressé mon dos contre le comptoir, essayé de respirer. C'est terrible. Dieu merci pour Marcus. Maman a soupiré. C'est lui qui prend soin de nous chaque mois, sans faute. Il comprend ce que signifie la famille. Marcus a toujours été le plus gentil. Exactement. Serena est juste. Eh bien, tu sais, égoïste. Le mot m'a traversé comme une lame. Égoïste. 360 000 $. 180 mois de virements automatiques. Sans jamais en manquer un seul. Pas quand j'étais malade. Pas quand j'ai perdu des clients. Pas quand Daniel et moi économisions pour notre mariage. Égoïste. J'ai posé mon verre doucement, soigneusement, pour qu'il ne se brise pas, parce que je voulais me briser. Je voulais entrer là-dedans et hurler la vérité jusqu'à ce que ma gorge saigne. Mais quelque chose m'a arrêté. La voix de Daniel dans ma tête. Il nous faut des preuves. J'ai sorti mon téléphone, j'ai trouvé un contact que je n'avais pas appelé depuis des mois. Mon doigt a plané sur le nom. Margaret Chen, expert comptable.
J'ai appuyé sur appeler. L'air froid de décembre m'a frappé le visage alors que je sortais sur le porche arrière. Le téléphone sonnait déjà. Serena. La voix de Margaret était chaleureuse mais confuse. C'est la veille de Noël. Je sais. Je suis désolé. Est-ce que tout va bien? J'ai fermé les yeux, pris une inspiration. J'ai besoin de la documentation de chaque virement que j'ai fait à mes parents. Les 15 années complètes. Silence au bout du fil. Je sais. Puis-je demander pourquoi? Je regardais mon souffle faire de la buée dans l'air hivernal. À l'intérieur, je pouvais entendre les rires, la musique de Noël, les sons d'une famille qui mentait à mon sujet depuis des années. Ils racontent aux gens que je ne les ai jamais aidés. Ma voix était stable, plus calme que je ne me sentais. Ils donnent tout le mérite à mon frère. J'ai besoin de preuves, Margaret. Des dossiers officiels. Une autre pause. J'en ai besoin avant le nouvel an. C'est. Elle s'est arrêtée. D'accord, je vais m'arranger. Tu veux tout notarier? Tout? Je veux que ce soit si officiel, que personne ne puisse le remettre en question. Serena. Sa voix s'est adoucie. C'est une somme d'argent importante. Te rends-tu compte? 360 000 $? Je l'ai coupé. Je sais exactement ce que c'est, et bientôt, tout le monde le saura aussi. Nous avons raccroché. Je suis resté là un moment de plus, regardant mon souffle disparaître dans l'obscurité. La porte s'est ouverte derrière moi. Serena. La voix de maman, douce comme du sucre. Qu'est-ce que tu fais ici? Rentre. Il gèle. Je me suis tourné pour lui faire face, la femme qui venait de me traiter d'égoïste devant ma tante. Juste un appel professionnel, maman. Elle a secoué la tête. Toujours à travailler. C'est bien ton problème. J'ai souri et je l'ai suivi à l'intérieur. Plus pour longtemps. 26 décembre, le lendemain de Noël. Daniel était retourné travailler. J'étais assise seule dans notre appartement, fixant mon téléphone. Un appel fait, encore une affaire. J'ai trouvé le numéro de Thomas Reed, mon avocat spécialisé en succession. Nous nous étions rencontrés il y a 2 ans, quand Daniel et moi avons enfin pris le temps de faire nos testaments. À l'époque, j'avais inscrit mes parents comme bénéficiaires secondaires, juste au cas où. Cabinet d'avocat Reed. Comment puis-je vous aider? Thomas, c'est Serena Everett. Je n'ai pas perdu de temps en politesse. J'ai besoin d'apporter des modifications à mes documents de succession, mon testament, et les bénéficiaires de mon assurance vie. Une brève pause. Quel genre de modification? Je veux retirer mes parents de tout. Bruit de papier remué à son bout. Je l'imaginais sortir mon dossier. Actuellement, votre mari Daniel est le bénéficiaire principal. Vos parents, Harold et Diane Moreno, sont secondaires. Vous voulez les retirer entièrement? Oui. Remplacez les parts. J'ai réfléchi un instant. Une association caritative pour l'éducation des enfants issus de familles à faible revenu. L'ironie ne m'échappait pas. L'argent qui aurait pu aller aux parents qui m'ont refusé une éducation, irait maintenant aider des enfants comme je l'ai été autrefois. C'est un changement important, Serena. Êtes-vous sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Je peux avoir les documents prêts pour le 2 janvier. Vous devrez venir signer. Parfait. Si je peux me permettre de demander. C'est une affaire de famille, Thomas. Ma voix était ferme mais polie. Laissons ça là. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le calme de mon appartement. 2 appels, 2 chaînes brisées. Maintenant, tout ce qu'il me fallait, c'était la documentation de Margaret et un moment pour faire voir la vérité à tout le monde. Le réveillon du Nouvel An était dans 6 jours. 30 décembre, 2 jours avant la fête. Mon email a sonné à 19h47, venant de Margaret Chen, expert comptable. Objet, dossier de documentation. Pièce jointe confidentielle, Moreno virement 2011-2025 certifié.pdf. Mon doigt a tremblé sur le pavé tactile. J'ai cliqué. Le PDF s'est chargé lentement. Page après page après page. 47 pages au total.
Chaque virement listé chronologiquement. Date, montant, numéro de confirmation bancaire, mon compte, leur compte. Mars 2011, 500 $. Avril 2011, 1000 $. Mai 2011, 1000 $. Janvier 2024, 2000 $. Février 2024, 2000 $. Tout le long jusqu'en décembre 2025. Au bas de la dernière page, en gras, total des virements, 360 000 $, certifié par Margaret Chen, expert comptable, notarié, 29 décembre 2025. Daniel est rentré pour me trouver devant l'imprimante. C'est 47 pages. J'ai regardé chaque feuille sortir, chaude et réelle. 15 ans, chaque dollar. Il a pris la première page, l'a lue, l'a reposée. Serena, je sais que c'est. Il a passé sa main dans ses cheveux. C'est une maison. Ses 2 enfants à l'université. C'est tout ce que j'aurais pu avoir. J'ai rassemblé les pages en une pile soignée. Tout ce qu'il disait que je n'avais jamais donné. J'ai ouvert ma mallette en cuir, celle que j'utilisais pour les réunions clients importantes, et j'ai glissé les documents à l'intérieur. Mon téléphone a vibré. Un email de Thomas Reed. Document de succession finalisé, prêt pour signature le 2 janvier. Une pièce de plus au puzzle. Daniel m'a regardé fermer la mallette avec un clic doux. Tu vas vraiment le faire. Ils ont dit à tout le monde que je ne les ai jamais aidés. Daniel, ils ont dit à tout le monde que Marcus était leur sauveur. J'ai croisé son regard. Ils organisent une fête pour le réveillon du Nouvel An. 30 proches. Et je vais leur donner à tous de quoi parler. Je te conduis. Non. J'ai secoué la tête. 31 décembre, 20 h. Daniel a laissé tourner le moteur devant la maison de mes parents. Chaque fenêtre brillait de lumière. La musique résonnait de l'intérieur. Au moins 30 voitures bordaient la rue. Je peux attendre, a proposé Daniel. Donne-moi 2 heures. J'ai attrapé la mallette en cuir sur le siège arrière. Serena. Il m'a pris la main. Quoi qu'il arrive là-dedans, je suis fier de toi. J'ai embrassé sa joue. Puis je suis sorti dans le froid. La porte était déverrouillée. Je suis entré. Le salon m'a frappé comme une vague. Bruit. Chaleur. Décor partout. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Des tantes et des oncles buvant du champagne. Des enfants courant entre les jambes. Et ma mère tenant sa cour près de la cheminée. Elle m'a repéré. Son sourire a vacillé. Là, puis disparu. Serena, tu es venue. Elle n'a pas bougé pour m'embrasser. C'est quoi ce sac? Tu travailles ce soir? Juste quelques documents. J'ai gardé ma voix légère. Quelque chose dont je dois m'occuper. Ses yeux se sont légèrement plissés. Suspicieuse, mais les invités regardaient, alors elle a joué le jeu. Eh bien, pose-le quelque part. C'est une fête. J'ai posé la mallette à mes pieds. Je ne l'ai pas quittée des yeux. À travers la pièce, papa était au milieu d'une histoire, un cercle de proches suspendu à ses lèvres. Et vous savez à quel point c'est dur depuis que je suis à la retraite. Revenu fixe, facture médicale, mais Marcus a été incroyable. Il a tapé mon frère sur l'épaule. On n'aurait pas pu le faire sans lui. Marcus rayonnait. Rayonnait vraiment. J'ai trouvé une chaise vide dans le coin. Je me suis assise, j'ai observé. Tante Ruth a dérivé vers moi. Serena, chérie, tu as l'air fatiguée. Tout va bien? Elle m'a lancé un regard perplexe mais est passée à autre chose. L'horloge au mur indiquait 20h15. Moins de 4 heures avant minuit. Je pouvais attendre. 21h30. La fête battait son plein. Je n'avais pas bougé de mon coin. Observant, écoutant. La mallette reposait à mes pieds comme un prédateur patient. Tante Carole a fait teinter son verre avec une fourchette. La pièce s'est tue. Papa s'est levé, la poitrine gonflée d'une fausse modestie. Eh bien, puisque vous insistez. Il a levé son champagne. Ça a été une année difficile, les amis. Vous connaissez tous nos luttes, mais nous sommes bénis d'avoir une famille qui se soucie vraiment de nous.
Il a regardé Marcus avec insistance. Notre fils a été notre roc. Chaque mois, il nous aide à joindre les deux bouts. Voilà à quoi ressemble une vraie famille. Murmure d'approbation, vers levé. Puis quelqu'un, la cousine Bette je crois, a fait un geste vers moi. Et Serena? Elle s'en sort si bien. La pièce s'est tournée. 30 perdus en attente. Maman a sauté sur l'occasion avant que je puisse respirer. Serena. Elle a ri, mais ça n'a pas atteint ses yeux. Oh, chérie. Elle est très occupée. Un travail important en ville. Elle n'a plus beaucoup de temps pour la famille. C'est dommage, a dit l'oncle Bob. Maman n'avait pas fini. Parfois je me demande. Elle a tamponné ses yeux. On l'a élevée pendant 18 ans, on l'a nourrie, on l'a habillée, on lui a tout donné, et maintenant. Elle s'est tue avec un reniflement théâtral. Elle n'appelle même pas, a ajouté papa. Alors pour aider. La sympathie dans la pièce était palpable. Pauvre Harold. Pauvre Diane. Des parents si dévoués. Une fille si ingrate. J'ai regardé Marcus. Il étudiait ses chaussures, ne me défendant pas, ne corrigeant pas le mensonge, juste silencieux. Mes mains ont agrippé la poignée de la mallette. Tante Ruth a pris la parole, me regardant directement. Serena, je ne comprends pas. Tu es analyste financière. Tu gagnes bien ta vie. Pourquoi est-ce que tu n'aides pas tes parents? Chaque œil dans la pièce s'est fixé sur moi. C'était le moment. Je me suis levé lentement. Merci de demander, tante Ruth. La pièce est devenue silencieuse. J'ai soulevé la mallette sur la table basse. Le verrou a cliqué, incroyablement fort dans le calme. Qu'est-ce que tu fais? La voix de maman était tranchante. Un avertissement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste retiré la pile de papier. 47 pages. Certifié. Notarié. J'ai posé les documents sur la table où tout le monde pouvait voir. La première page était clairement visible. Relevé de virement bancaire. Serena Everett à Harold et Diane Moreno. C'est quoi ce bordel? Papa s'est avancé. Ceci est un dossier complet de chaque virement que je vous ai fait, à toi et maman. Ma voix était stable, calme. Commençant en mars 2011 et se terminant le mois dernier. Tante Ruth était la plus proche. Elle a pris la première page. 2000 $? Ses yeux se sont écarquillés. Tu as envoyé 2000 $ chaque mois. J'ai hoché la tête. Pendant 15 ans. Les pages ont commencé à circuler. De cousin à cousin, de tante à oncle. J'ai regardé leurs visages changer. Confusion, incrédulité, calculs mentaux. Attendez. L'oncle Bob a feuilleté jusqu'à la dernière page. Le total ici indique 360 000 $. Des halètements ont parcouru la pièce. Ça ne peut pas être vrai, a soufflé tante Carole. C'est certifié. J'ai pointé la signature de Margaret. Par mon expert comptable. Dossiers bancaires officiels notariés. La pièce a éclaté en chuchotement. Des papiers froufroutaient alors que tout le monde essayait de voir. Le visage de maman était devenu blanc. Le verre de champagne de papa tremblait dans sa main. Marcus n'avait pas bougé, figé comme un cerf dans les phares. Serena. La voix de papa s'est brisée. C'est une affaire de famille privée. Tu as rendu ça public. Je l'ai coupé. Calme mais ferme. Tu viens de dire à tout le monde que Marcus vous soutient, que je n'aide jamais, que j'ai abandonné ma famille. J'ai fait un geste vers les papiers. Alors laissons tout le monde voir la vérité. L'horloge indiquait 21h47. Le compte à rebours jusqu'à minuit avait un tout nouveau sens. Maintenant, je dois faire une pause ici un instant. Si vous avez déjà eu l'impression que vos contributions étaient invisibles, que vos sacrifices passaient inaperçus alors que quelqu'un d'autre en récoltait le mérite, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Avant que je vous montre ce qui s'est passé ensuite, si cette histoire résonne en vous, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été l'invisible de votre famille? J'attends. Maintenant, retour à ce salon. Les papiers passaient de main en main comme des textes sacrés.
Tante Ruth se tenait au centre, lisant à haute voix. Alors, mars 2011, 500 $. Avril 2011, 1000 $. Elle a tourné les pages. Janvier 2015, 2000 $. Février 2015, 2000 $. Chaque mois, ai-je confirmé. L'oncle Bob avait sorti son téléphone. Application calculatrice ouverte. 2000 x 12, ça fait 24 000 par an. Il a tapé les chiffres. Exactement. La pièce fixait les documents comme s'ils étaient témoins d'un miracle ou d'un meurtre. La cousine Bette a levé les yeux vers mes parents. Harold, Diane, est-ce que c'est vrai? La bouche de maman s'est ouverte, fermée. Aucun son n'est sorti. Papa a essayé de récupérer le coup. Ça pourrait être falsifié. N'importe qui peut fabriquer. Ils sont certifiés. La voix de tante Ruth a coupé comme de la glace. Je peux voir le sceau de l'expert comptable, le tampon du notaire. Ce sont des documents légaux, Harold. Plus de chuchotements, plus de remue-ménage de papier. Je ne comprends pas. Tante Carole a pressé sa main sur sa poitrine. Vous nous avez dit que Marcus envoyait de l'argent. Il le fait. La voix de papa était désespérée. Maintenant, Marcus aide d'autres façons. Quelles autres façons, a défié l'oncle Bob. Parce que selon ça, Serena paie votre hypothèque depuis 15 ans. J'ai regardé mes parents paniquer. J'ai regardé les murs qu'ils avaient construits à partir de mensonges commencer à se fissurer. Marcus contribue, a insisté maman faiblement. Il ne tient juste pas de registre comme elle le fait. Alors, où sont ses relevés bancaires? La question venait de la cousine Bette. S'il envoie de l'argent, montrez-nous. Chaque tête s'est tournée vers Marcus. Il se tenait figé, le visage rouge, les yeux fuyants. Je ne. Tu ne quoi? Marcus. Le ton de tante Ruth avait changé, plus dur maintenant, plus en colère. J'avais presque pitié de lui. Presque. Papa s'est avancé, les mains levées comme s'il calmait une foule. Tout le monde, s'il vous plaît. C'est une affaire de famille privée. Nous ne devrions pas étaler notre. Tu viens de faire un discours. La voix de l'oncle Bob a retenti à travers la pièce. Tu t'es levé et tu as dit à tout le monde que Marcus était votre sauveur. Tu as traité Serena d'ingrate devant 30 personnes. Ce n'est pas privé, Harold. Maman a essayé une approche différente. Elle a tamponné ses yeux, la voix tremblante. Serena, chérie, pourquoi ferais-tu ça? Nous embarrasser comme ça après tout ce qu'on a fait pour toi. C'était là. La carte de la victime. Je l'avais vu la jouer 1000 fois avec les voisins, avec les médecins, avec quiconque voulait bien écouter. Pas ce soir. Tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai gardé ma voix égale. Ce n'est pas à bafouiller maman. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, quand j'ai eu un bon travail, quand j'ai commencé à gagner de l'argent réel, je vous l'ai envoyé chaque mois pendant 15 ans. J'ai pointé les documents maintenant éparpillés sur la table basse. Ce n'est pas de l'embarras, maman. C'est la vérité. Mais on t'a élevé. La composition de papa s'est fissurée. 18 ans. Ça ne compte pas pour quelque chose? J'ai dépensé 360 000 $ sur 15 ans. J'ai croisé son regard. Je dirais qu'on est quitte. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Tante Ruth s'est interposée entre nous. Harold, Diane. Sa voix était calme mais dévastatrice. Le visage de maman s'est effondré. La mâchoire de papa s'est serrée. Aucun des deux n'a parlé. Le silence disait tout. L'attention s'est déplacée vers mon frère, comme un projecteur trouvant sa marque. Marcus se tenait près de la cheminée, son verre de champagne toujours à la main. Il n'avait pas bougé depuis que j'avais ouvert la mallette. N'avait pas parlé, n'avait pas défendu nos parents ni corrigé leurs mensonges. L'oncle Bob a marché jusqu'à lui. La voix de Marcus s'est brisée. J'ai aidé par-ci par-là. Par-ci par-là, ce n'est pas 2000 $ par mois. Tante Ruth a croisé les bras. As-tu des relevés bancaires? Une preuve. Je ne tiens pas de registre comme ça. Pratique, a murmuré quelqu'un.
Je me suis avancé. Pas agressive, juste claire. Marcus, je ne te demande pas de prouver quoi que ce soit. Mais tu es resté assis là pendant des années à les laisser te donner le crédit de mon argent. Tu as entendu maman et papa dire à tout le monde que j'étais ingrate. Tu connaissais la vérité. Ses yeux ont finalement croisé les miens. Serena, je ne. Tu ne quoi? Tu ne savais pas? Tu t'en fichais? J'ai secoué la tête. À chaque Thanksgiving, chaque Noël, chaque anniversaire, tu les as laissés me peindre comme la méchante. La pièce regardait. 30 témoins de années de tromperie. La cousine Bette a pris la parole. Est-ce vrai, Marcus? Savais-tu que Serena était celle qui les aidait réellement? Son silence s'était tiré comme un élastique sur le point de claquer. Je pensais. Sa voix était à peine un murmure. Je pensais peut-être qu'elle envoyait aussi de l'argent. Comme en plus de ce que je. Ce que. Tu quoi, a pressé l'oncle Bob. Qu'est-ce que tu as contribué exactement? Marcus a regardé le sol. La réponse était claire. Rien. Il n'avait rien contribué et il le savait depuis le début. Je vois. La déception de tante Ruth était palpable. Eh bien, je pense que nous avons tous appris quelque chose ce soir. L'horloge indiquait 22h15. La fête était finie. Le règlement de compte ne faisait que commencer. La pièce avait changé. La musique était coupée. Le champagne restait intact. J'ai plongé la main dans ma mallette une dernière fois. J'ai quelques annonces. Papa avait l'air de vouloir m'arrêter, mais 30 per Dieu le maintenait en place. Premièrement, j'ai fait face à mes parents directement. À partir de janvier, je n'enverrai plus d'argent. Pas parce que je ne peux pas me le permettre, mais parce que je ne dois rien à personne. Maman a laissé échapper un petit cri. Deuxièmement, ai-je continué, stable comme l'acier. La semaine dernière, j'ai mis à jour les bénéficiaires de mon assurance vie. Maman et papa, vous n'êtes plus sur la liste. S'il m'arrive quelque chose, l'argent va à un fonds d'éducation pour les enfants de familles à faible revenu. L'ironie a atterri. J'ai vu tante Ruth hocher légèrement la tête. Troisièmement, c'était le plus dur. J'ai révisé mon testament. L'héritage sur lequel vous comptiez, il a disparu. Chaque centime ira à des gens qui ne nieront pas d'où il vient. Les jambes de maman ont semblé lâcher. Elle s'est effondrée sur le canapé. Comment as-tu pu? Sa voix était à vif. Après tout. Après tout. J'ai failli rire. Vous avez dit à toute la famille que j'étais ingrate. Vous avez donné à Marcus le crédit de mon argent. Vous n'avez jamais dit merci une seule fois. Nous sommes tes parents, a crié papa. Et j'étais votre fille, passé composé, délibéré. Vous m'avez élevé pendant 18 ans. Je vous ai soutenu pendant 15. J'ai financé des vacances dont vous disiez aux gens que Marcus les payait. J'ai couvert des factures médicales dont vous disiez qu'elles venaient de vos économies. J'ai ramassé ma mallette. Alors qu'en fait, d'après mes calculs, vous me devez encore environ 100 000 $ en dommages émotionnels. Mais je vais laisser passer ça. Personne ne m'a arrêté alors que je marchais vers la porte. Serena, attends. Maman a tendu la main. Je ne me suis pas retourné. J'étais presque à la porte quand une main a attrapé mon bras. Tante Ruth. Ses yeux brillaient. Sans un mot, elle m'a tiré dans une étreinte. Je suis tellement désolé, ma chérie. Sa voix s'est brisée. Je ne savais pas. Toutes ces années, je pensais. Ce n'est pas bon. Elle s'est reculée, les mains sur mes épaules. Je les ai crues. Je te regardais au fait et je pensais. Elle n'a pas pu finir. Tu as cru ce qu'ils t'ont dit. Ce n'est pas ta faute. L'oncle Bob est apparu à côté d'elle. Serena, je te dois des excuses aussi. La façon dont je parlais de toi dans ton dos. Il a secoué la tête. J'ai honte. Un par un, les proches se sont approchés. La cousine Bette, le cousin Marc, tante Carole, qui fixaient maintenant mes parents avec de nouveaux yeux. J'ai prêté 20 000 $ à Marcus, a dit tante Carole doucement. Tes parents ont dit que c'était pour un investissement. Une valeur sûre. Mon estomac a chuté.
Il n'y avait pas d'investissement, n'est-ce pas? Elle a secoué la tête lentement. La toile de mensonge était plus grande que je ne l'avais imaginé. Papa s'est frayé un chemin à travers la foule. Tout le monde, tout ça a pris des proportions démesurées. Serena est clairement émotive. Harold. La voix de l'oncle Bob l'a stoppé net. Je pense que tu devrais arrêter de parler. Maman était assise sur le canapé, pleurant doucement. De vraies larmes maintenant, je soupçonnais. Mais pas des larmes de remords. Des larmes parce qu'elle s'était fait prendre. Je me suis tourné vers la pièce une dernière fois. Je n'ai besoin de personne pour s'excuser. Je n'ai besoin de personne pour prendre parti. J'avais juste besoin que la vérité soit entendue. J'ai soulevé ma mallette. Maintenant, vous l'avez entendu. La porte d'entrée m'a semblé plus légère que prévu. L'air froid de décembre m'a frappé le visage comme une promesse. La voiture de Daniel attendait au trottoir. Moteur en marche. Je suis monté sans regarder en arrière. Comment ça s'est passé? C'est fait. Au moment où j'ai franchi cette porte, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 15 ans. La liberté. Si vous regardez toujours, je veux vous demander quelque chose. Si vous étiez à ma place, auriez-vous fait la même chose, ou seriez-vous resté silencieux? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si vous voulez voir comment tout cela s'est déroulé, parce que les conséquences étaient quelque chose que je n'avais jamais prévu, continuez à regarder. On y est presque. La première semaine de janvier a apporté un flot de messages, pas de mes parents, mais de tous les autres. Tante Ruth envoyait des SMS tous les jours. J'ai appelé ta mère aujourd'hui, j'ai exigé une explication. Elle a juste pleuré et blâmé les circonstances. Elle n'a pas pu donner une réponse franche. L'oncle Bob a envoyé un long email s'excusant pour chaque regard en coin, chaque commentaire marmonné sur mon absence aux événements familiaux. J'aurais dû te demander directement au lieu de croire les ragots. C'est ma faute. La cousine Bette a appelé pendant que je préparais le dîner. Serena, je veux juste que tu saches que j'ai raconté à ma mère ce qui s'est passé. Elle est furieuse contre tes parents. Tout le club de lecture est au courant. Club de lecture. Mon Dieu, l'humiliation de mes parents se répandait comme une traînée de poudre à travers le cercle social de ma mère. J'aurais dû me sentir coupable. Ce n'était pas le cas. Le 8 janvier, Marcus a finalement donné signe de vie. Un seul SMS. Était-ce vraiment nécessaire? Maman et papa sont dévastés. Je l'ai fixé pendant une minute entière avant de répondre. Tu es resté silencieux et tu as pris le crédit pendant 15 ans. Ne me fais pas la leçon sur ce qui est nécessaire. Pas de réponse. Le silence de mes parents était plus fort que n'importe quelle dispute aurait pu l'être. 10 jours, pas un seul appel, pas un seul SMS. Une partie de moi s'était attendue à ce qu'ils supplient, s'excusent, essaient de sauver quelque chose. Mais j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas silencieux parce qu'ils avaient des remords. Ils étaient silencieux parce qu'ils se regroupaient, calculaient leur prochain coup, élaboraient un nouveau récit. Daniel m'a trouvé en train de regarder par la fenêtre un soir. Des nouvelles d'eux. Rien. Il s'est assis à côté de moi. Comment te sens-tu? J'ai considéré la question soigneusement. Légère, ai-je finalement dit. Comme si je portais un poids que je ne savais même pas que je tenais. Il m'a serré la main. Ça s'appelle la liberté, Serena. C'était peut-être le 28 janvier, presque un mois depuis le réveillon. Mon téléphone a sonné, un numéro que j'ai failli ne pas reconnaître. Papa. Je l'ai laissé sonner 3 fois. 4, puis j'ai répondu. Serena. Sa voix était différente. Dépouillée de sa fanfaronnade habituelle. Il faut qu'on parle. J'écoute. La situation financière ici est difficile. Ta mère et moi, on a fait des ajustements, mais tu as perdu les $2000 par mois sur lesquels tu comptais. Silence. On a besoin d'aide, Serena. Juste pour quelques mois, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. J'ai regardé le plafond, pris une lente inspiration. Non. Serena. J'ai dit non, papa. J'ai été clair le soir du Nouvel An. Ce chapitre est clos. Son désespoir a filtré.
Ta mère vend des meubles. Tu savais ça? Elle vend la salle à manger que ta grand-mère nous a laissée. La salle à manger où j'avais mangé enfant. Celle où je n'étais jamais assez bien pour mériter une place. C'est son choix. Comment peux-tu être si froide? Froide? J'ai ri. Pas cruel, juste fatigué. Je vous ai soutenu pendant 15 ans alors que vous disiez à tout le monde que j'étais sans valeur. Ce n'est pas froid, papa. C'est la conséquence naturelle de vos choix. Tu es notre fille. Et vous avez dit à tout le monde que vous auriez aimé que Marcus soit né en premier au lieu de moi. Tu te souviens? Thanksgiving 2019. Je vous ai entendu. Silence de mort. Il ne se souvenait pas. Ou plus probablement, il ne pensait pas que je m'en souviendrais. Papa, je ne veux rien de toi. Je n'ai pas besoin d'excuses. Je n'ai pas besoin d'entendre que tu es désolé. J'ai stabilisé ma voix. J'ai juste besoin que tu comprennes. J'ai fini. Ce n'est pas une punition. Ce sont des limites. La ligne est devenue silencieuse pendant un long moment, puis un clic. Il m'avait raccroché au nez. Pour la première fois de ma vie, ça m'allait. 5 février, un coup de téléphone qui a changé tout ce que je croyais savoir. La voix de tante Ruth était différente. Agitée. Serena, je dois te dire quelque chose. Je viens de découvrir et je suis furieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton frère. Elle a craché les mots. Marcus. Sais-tu combien de dettes il a? Je savais pour quelques problèmes de carte de crédit. Quelques? Elle a ri amèrement. Mon estomac s'est serré. C'est quoi le pire? Il a emprunté 20 000 $ à Carole il y a 2 ans. Tes parents l'ont convaincu que c'était pour une opportunité d'investissement. Une start-up technologique, ils ont dit. Je me suis enfoncé dans ma chaise. Il n'y avait pas de start-up, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Marcus a utilisé l'argent pour couvrir de vieilles dettes. Et maintenant Carole veut récupérer son argent et il ne l'a pas. La voix de tante Ruth s'est brisée. Il vit au crochet de tes parents, ce qui signifie qu'il vit à tes crochets depuis des années, et ils ont laissé faire. L'image complète a émergé comme une photo se développant dans l'acide. Mon argent n'avait pas seulement maintenu mes parents à flot. Il avait financé toute la mascarade de Marcus, les projets d'entreprise, les investissements, tout était fictif. Ils ont construit un château de cartes, ai-je chuchoté. Et ont utilisé mes chèques comme fondation. Exactement, a soupiré tante Ruth. Je suis tellement désolé, Serena. Nous leur avons tous fait confiance. Nous avons tous cru. Vous avez cru ce que les bonnes personnes croient à propos de la famille. Je me sentais étrangement calme. Que les parents ne mentent pas sur leurs enfants. Que le sang signifie quelque chose, n'est-ce pas? J'ai pensé à cette question. Ça devrait, ai-je finalement dit. Mais parfois, la famille qu'on construit est plus forte que celle dans laquelle on est né. Tante Ruth était silencieuse, puis doucement, j'aimerais faire partie de cette famille, si tu veux bien de moi. Mes yeux ont piqué. Tu en fais déjà partie. 12 février. Un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Objet, de la part de quelqu'un qui comprend. J'ai failli l'effacer. Spam probablement, mais quelque chose m'a fait cliquer. Chère Serena, tu ne me connais pas, mais je connais ton histoire. Je m'appelle Patricia. Je suis la plus jeune sœur de ton père. Nous ne nous sommes pas rencontrés parce que j'ai coupé contact avec Harold il y a 30 ans. J'ai entendu parler du réveillon par Ruth. Elle a pensé que je devrais prendre contact. Je veux que tu saches que tu n'es pas seule, et que tu n'es pas la première. Mon cœur s'est arrêté. Papa avait une sœur. Il ne l'avait jamais mentionnée. Pas une seule fois. J'ai continué à lire. Quand j'avais 25 ans, j'étais exactement là où tu es. Harold et tes grands-parents. Ils me voyaient de la même façon qu'ils te voient. La fille jetable. Celle qui était censée donner sans recevoir. J'ai quitté l'Ohio et je n'ai jamais regardé en arrière. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Je connais la culpabilité que tu pourrais ressentir. Les murmures qui te disent que la famille est tout et que le sang est plus épais que l'eau. Mais voici ce que j'ai appris en 30 ans.
La citation complétait « Le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre maternel. Les liens que nous choisissons sont plus forts que ceux qui nous sont assignés. Je vis en Californie maintenant. J'ai une belle vie, une famille qui m'aime sans condition. Si tu veux parler ou venir visiter, je suis là. Ta tante, Patricia. » J'ai lu l'email 3 fois. Une personne entière effacée de l'histoire familiale, tout comme ils avaient essayé de m'effacer. Mes doigts tremblaient alors que je tapais une réponse. Patricia, oui, je veux te rencontrer. Je veux tout entendre. Merci de m'avoir contacté, Serena. Le schéma, j'ai réalisé, remontait à des générations, mais il s'arrêtait avec moi. 3 mars, 3 mois depuis le réveillon. Un email de maman est apparu dans ma boîte de réception. Mon premier contact direct de l'un ou l'autre parent depuis l'appel de papa. Objet, s'il te plaît, lis ceci. Ma très chère Serena, j'ai commencé cet email 100 fois. Je ne connais pas les mots justes. Je sais que tu es en colère. Je sais que je t'ai blessé. Ton père et moi, nous avons fait des erreurs. Nous aurions dû être plus reconnaissants. Nous aurions dû dire la vérité à la famille. Mais ma chérie, tu dois comprendre, tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour la famille. Marcus avait du mal. Il avait besoin de plus de soutien. Nous n'avons jamais voulu diminuer ce que tu as fait. Tu es notre fille. Le sang est le sang. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres comme si nous étions des étrangers. S'il te plaît, Serena, rentre à la maison. Parlons comme une famille. Nous pouvons arranger ça. Tu me manques, maman. Je l'ai lu 3 fois, puis une fois de plus. Elle était désolée qu'il se soit fait prendre, pas désolée d'avoir menti. Elle voulait arranger les choses, pas reconnaître ce qu'ils avaient fait. Elle invoquait le sang, pas l'amour. J'ai rédigé ma réponse soigneusement, chaque mot délibéré. Maman, j'ai lu ton email. J'apprécie que tu prennes contact, mais j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose. De vraies excuses. Pas, nous aurions dû être plus reconnaissants. Pas, nous avons fait des erreurs. Ce ne sont pas des excuses. Ce sont des minimisations. Tu as dit à la famille que j'étais ingrate pendant 15 ans. Tu as laissé Marcus prendre le crédit de mes sacrifices. Tu as construit ta retraite sur mon argent tout en me traitant d'égoïste dans mon dos. Notre relation ne peut exister que si elle est construite sur la vérité et le respect. Pas la culpabilité, pas l'obligation, pas le sang et le sang. Si tu veux essayer à nouveau, vraiment essayer, tu sais comment me joindre. Mais je n'attendrai plus. J'ai attendu 38 ans. Serena. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé marcher. 31 décembre. 1 an depuis la nuit qui a tout changé. J'écris ceci depuis la véranda de notre nouvelle maison. 3 chambres, un jardin, de l'espace pour l'avenir que nous construisons. La compte, 24 000 $ que je n'ai pas envoyé à mes parents cette année. Le reste provenait d'années d'économie que nous pensions ne jamais être les nôtres. Le mois dernier, j'ai pris l'avion pour la Californie. Patricia est venue me chercher à l'aéroport elle-même. Nous avons parlé pendant 6 heures d'affilée d'Harold, du schéma familial s'étendant sur des générations, du courage qu'il faut pour se libérer. Ils m'ont dit que je regretterais de partir, a-t-elle dit autour d'un verre de vin ce soir-là. Que je reviendrais en rampant, que je mourrais seule. L'as-tu fait? Elle a souri à son mari à travers la pièce, ses enfants adultes riant dans la cuisine. Est-ce que ça en a l'air? Non, ça n'en a pas l'air. Tante Ruth appelle tous les dimanches maintenant. Elle est devenue la famille que je n'ai jamais eue en ma mère. J'ai parlé à tes parents la semaine dernière, m'a-t-elle dit lors de notre dernier appel. Ils ont vendu la 2e voiture. Marcus a réemménagé pour aider avec les dépenses. Elle a fait une pause. Ils ont du mal, Serena. J'ai écouté le poids de ces mots. Je sais. Comment te sens-tu par rapport à ça? J'ai réfléchi avant de répondre. Je ne suis pas heureuse qu'ils aient du mal. Je ne leur souhaite pas de mal. J'ai regardé Daniel faire du café dans notre nouvelle cuisine. Mais j'ai aussi passé 15 ans à m'immoler par le feu pour les garder au chaud. Je ne peux plus faire ça. Je comprends. Vraiment? Plus que tu ne le penses, ma chérie. Mes parents n'ont jamais répondu à mon dernier email.
Pas d'excuses, pas de reconnaissance, aucune tentative de me rencontrer là où j'avais demandé à l'être. Certaines portes se ferment parce que les gens de l'autre côté refusent de les franchir. J'ai fait la paix avec ça. Ce soir, je suis assise sur le porche de ma nouvelle maison. Le soleil se couche sur des arbres que nous avons plantés nous-mêmes. Daniel sera bientôt rentré du travail. J'ai réfléchi à ce que je dirais à quelqu'un dans ma position, quelqu'un qui a donné et donné, se demandant pourquoi cela ne semble jamais assez. Voici ce que j'ai appris. Être une bonne fille, un bon enfant, ne signifie pas laisser les gens vous exploiter. Cela ne signifie pas financer des mensonges. Cela ne signifie pas accepter d'être effacé juste pour maintenir la paix. L'amour n'est pas une dette que l'on rembourse avec des intérêts. Si quelqu'un ne peut vous aimer que lorsque vous lui êtes utile, ce n'est pas de l'amour. C'est de la comptabilité. Et parfois, fixer des limites est la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même, pour votre avenir, pour la famille que vous construirez au lieu de celle qui vous a été assignée. Je ne déteste pas mes parents. La haine prend une énergie que je préfère dépenser ailleurs. Je ressens quelque chose de plus proche du deuil. Le deuil des parents que j'aurais aimé avoir. Les versions d'eux que je continuais d'espérer voir émerger, elles ne l'ont jamais fait. Mais voici ce que j'ai gagné. La liberté, le respect de soi, un mariage construit sur l'honnêteté. Des proches qui sont devenus une vraie famille une fois qu'ils ont appris la vérité. Et Patricia, une tante dont j'ignorais l'existence, qui a prouvé que se libérer ne signifie pas s'effondrer. La porte s'ouvre derrière moi. Et Daniel pose une tasse de thé à côté de moi. À quoi tu penses? À tout. À rien. Je lui souris. Surtout à quel point cette année semble différente. Bien. Différente. Je lui prends la main. Ouais, bien. Différente. Il s'assoit à côté de moi. Nous regardons la dernière lumière s'estomper ensemble. Pour la première fois en 38 ans, je n'attends pas une approbation qui ne viendra jamais. Je ne joue pas pour un public qui ne voit que mes défauts. Je suis juste là, présente, libre, et c'est assez. C'est enfin assez. Avec le recul, j'aimerais avoir fixé des limites plus tôt. Mais je sais aussi que je devais passer par là pour comprendre quelque chose d'important. Alors, voici ce que je veux vous laisser. Premièrement, votre valeur ne se mesure pas à ce que vous sacrifiez. Deuxièmement, les gens qui vous aiment vraiment n'effaceront jamais vos contributions. Troisièmement, fixer des limites n'est pas un abandon, c'est le respect de soi. Si vous êtes dans une situation similaire, j'espère que mon histoire vous donnera du courage. Vous n'avez pas à vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît aimez, abonnez-vous et partagez. Vérifiez la description pour plus d'histoires comme celle-ci, et laissez un commentaire. Qu'auriez-vous fait différemment? Je lis chacun d'entre eux. À la prochaine, prenez soin de vous.